Bonjour tout le monde. Aujourd'hui au podcast, je reçois Virginie Roy, fondatrice de Proud Diamond. Virginie a été journaliste de télévision, productrice pour Airbnb et Sidley. Et maintenant, elle a Proud Diamond qui vient juste de gagner le prix du concours District E-Commerce organisé par PME Montréal. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté de le faire si tôt. C'est bien correct. Puis je sais que tu es dans le méga gros jeu en ce moment. On va en parler de tout. Qu'est-ce qui se passe avec ton entreprise, une startup, une étoile montante. Mais avant, j'aimerais qu'on parle... C'est la chose que quand j'ai fait mes recherches, je me dis, OK, ça c'est le premier sujet. Je m'en fous, on parle de ça. T'as été journaliste à la télévision. Oui. Et t'as comme un démo sur Internet que tu vas peut-être vouloir que je ne savais pas que j'avais encore sur Internet. Tu me rappelles qu'il va falloir que j'aille l'effacer. Exact. Et j'ai vu que t'as comme fait un reportage sur Mesmer. Oui. Et là, il y a comme le truc des doigts, là, que ça se colle, qu'on est plein de fois. Puis il t'a hypnotisé, toujours tombé. Juste savoir, là. Est-ce que c'est vrai? Ça? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Wow. Je sais, je suis aussi flabbergastée, comme on dit. Je pensais pas que ça allait... Je pensais pas que c'était vrai, premièrement. Fait que je suis arrivée là un petit peu dubitative. Ouais. Mais comme je faisais un reportage, évidemment, il fallait qu'on l'essaie. Puis je voulais faire un show, mais je voulais pas faire un show fake non plus. Ouais. Mais dans l'idéal, ça allait marcher, tu sais. Ouais. Fait que j'y croyais, je voulais y croire. Mais c'est ce que Mesmer m'a dit, c'est que quand il y a des gens qui se laissent, puis il y a des gens qui se laissent pas. Okay. Moi, je voulais donc que ça marche. OK, je comprends. Puis, je suis quelqu'un, finalement, que ça fonctionne, mais ça fonctionne pas beaucoup. Il aurait pas pu me faire la poule. OK, je comprends. Okay? Je comprends. Donc, il y a vraiment des types de personnes, puis des types de personnes qui réagissent, d'autres qui réagissent moins. Ouais. Moi, j'étais comme dans le milieu. Okay. Fait que, ce que tu as vu avec les doigts qui se rapprochent, j'étais effectivement pas capable de décoller mes doigts. Puis après ça, quand il m'a carrément mis le pouce au milieu du front, j'ai effectivement tombé. Ah, c'est fou, ça. Mais je me suis réveillée tout de suite, fait qu'il aurait pas pu faire autre chose après. OK, je comprends. Mais oui, c'était vrai. Puis, je voulais parler de ça parce que je trouve ça trop drôle, mais sans blague, j'aimerais ça qu'on parle aussi de comme... Tu sais, je sais que t'es né dans une famille entrepreneuriale, si je me trompe pas, autour du diamant. Tu sais, peux-tu me parler de ton enfance? C'était comment... c'est comment avoir une famille qui est dans un domaine, tu sais? Ouais. Ben, je te dirais, c'est mon grand-père, en fait. Okay. Fait que c'était pas chez moi. Par contre, c'est sûr que ma mère, elle avait toujours plein de bijoux. Tu sais, nous autres, les boîtes à bijoux, c'était bien rempli, évidemment. Mais ce qui était le fun, c'est surtout de voir mon grand-père qui arrivait avec ses grosses valises pleines de diamants. Puis là, il mettait ça sur le comptoir de la cuisine. Puis là, les amis de ma mère, ça magasinait. Puis moi, c'est sûr que tu sais, l'industrie diamantaire, c'est très peu connu. Fait que les gens sont très curieux par rapport à ça. Mais moi, j'en parlais pas trop parce que ça faisait tellement partie de ma vie que je sentais pas que c'est quelque chose que les gens avaient envie de savoir nécessairement. Fait que les gens le savent pas. Puis jusqu'à ce jour, jusqu'à il y a 2 ans ou 1 an, quand j'ai lancé mon entreprise, même mes amis les plus proches n'étaient pas trop au courant de ce que c'était d'être dans la famille Roy. Puis, par contre, en vieillissant, elle savait que mon grand-père travaillait dans cette industrie-là. Fait qu'évidemment, toutes les bagues d'engagement, ça passait par mon grand-père. Ah, je comprends. Puis est-ce que il y avait une compagnie super lucrative, puis votre famille était super, genre, wealthy ou non? Pas pantoute. Okay. Non, ma mère... Parce qu'on dirait quand on pense au diamant, c'est comme, oh my God, genre, on est sur des chevaux, genre. Exactement. Genre, ouais. Mais non, pas du tout. Ma mère, sa phrase la plus marquante, c'est « J'ai même pas d'argent pour m'acheter des bobettes. » OK. Et qu'elle l'a dit, cette phrase-là. Mais non, pas du tout, parce que c'était un sales representative, donc un représentant dans l'or et les diamants. Ouais. Fait que lui, il fait le lien entre les diamantaires puis les bijouteries. OK. Donc, c'est vraiment comme un vendeur. Je veux dire, oui, il faisait quand même de l'argent, il gagnait bien sa vie, mais tu sais, on n'était pas riche et dans l'eau de rose, là. Et en ayant t'as vu ton grand-père travailler comme ça, est-ce que ça t'a tout de suite donné le goût ou quand t'as commencé tes études, t'as
Tu n'as même pas pensé à ça? Du tout. Okay. Pas du tout. Je n'étais pas intéressée par ça du tout. Tu as étudié en quoi? J'ai un bac en criminologie. OK. J'ai... tu veux tout? Oui, tout. Je veux tout. Okay, parce que là, tu as du bac en criminologie, je suis comme, OK, je veux tout savoir. Travailler dans les prisons. J'ai un certificat en journalisme, une maîtrise en études internationales parce que je voulais être journaliste international. Puis, j'ai un essentiel du MBA. OK. Je sais que ça, j'ai fait dernièrement parce que là, j'avais peut-être une meilleure idée de ce que je voulais faire dans la vie. Fait que j'ai travaillé dans les prisons pour jeunes, en centre jeunesse. C'est quoi que tu faisais là? J'étais éducatrice. OK. Donc, j'ai fait ça. J'ai travaillé dans des maisons pour jeunes, des maisons pour enfants aussi. Donc, des enfants des enfants en bas de 5 ans là, qui ont vécu des affaires épouvantables, qui se retrouvent dans ces maisons-là. Donc, éducatrice dans ces... Puis, je dirais que je voulais tant aider, puis je pense que j'ai trouvé ça très difficile de voir que c'était très difficile d'aider. Ah ouais, hein? Ouais. Fait on se retrouvait plus dans un milieu où on vit la vie de tous les jours avec ces jeunes-là, ce qui est extraordinaire, mais je me sentais pas bien là-dedans. Donc, il a fallu que je retourne aux études à ce moment-là pour prendre un angle différent. Là, je voulais parler de ces jeunes-là, mais écrire à propos de ces jeunes-là. OK. Donc, c'est pourquoi je suis allée faire mon certificat en journalisme. Puis après ça, j'ai été engagée au Journal de Montréal, mais on m'a mis au culturel. Donc, je sais pas, il y a quelque chose avec les cheveux. Fait que j'ai pas finalement parlé de mon sujet de prédilection. Puis ensuite, je voulais rentrer à Radio-Canada. C'était comme mon grand rêve. Donc, c'est pourquoi je suis allée faire une maîtrise en études internationales pour devenir journaliste international. Mais ça m'a aussi permis de mettre le pied dans Radio-Canada par un stage. Ah, OK. Via un stage. OK. Fait que je sais pas si vous vous rappelez de l'émission Une heure sur Terre, mais j'ai été stagiaire là avec Jean-François Lépine, qui était mon héros. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pu rentrer à Radio-Canada à l'époque. Mais tu as aussi travaillé pour TVA, non? Oui, donc là, c'est ça. Donc, j'ai fait Radio-Canada, j'ai fait un petit peu à Toronto, à la radio, ensuite à Winnipeg, ensuite à Vancouver. Puis ensuite, on m'a offert un poste pour revenir à Montréal, mais dans le temps que Harper était là, il y a eu des coupures. Finalement, le poste a été coupé. Okay. Fait que je me suis retrouvée sans emploi. Puis là, j'ai été recrutée, si on peut dire, par TVA. Ah, OK. Donc, j'ai remplacé Alexandra Diaz au culturel pour les bulletins de nouvelles TVA. Puis, est-ce que c'est un milieu que t'aimais? Est-ce que y avait-tu des choses que t'aimais pas? Pourquoi t'as décidé d'arrêter? Me faire peigner, me faire maquiller tous les jours. Je détestais ça. Ah ouais? Oh my God, que j'ai ça. Oh non, c'était ça, c'est quelque chose que je me rappelle que j'aimais vraiment pas. Sinon, non, j'ai trouvé ça super, je trouvais que c'est une super belle expérience. C'est vraiment le fun de pouvoir avoir accès à un milieu dont les gens sont très curieux, encore une fois, comme dans l'industrie du diamant, les gens sont très curieux par rapport à ça, fait que c'est un beau milieu, mais c'est un milieu qui est difficile dans le sens que tu fais ton 2 minutes par jour de télé. Faut que tu aies de la news, faut que tu trouves quelque chose à dire, faut que ça soit intéressant, puis il faut que tu dises tout en 2 minutes. Ouais. Tu sais, là, on a 1 heure ensemble, là, 45 minutes, là, j'ai le temps de jaser. Oui, là. J'aime ça jaser, moi, tu sais. Hey, en 2 minutes, là. En 2 minutes, là, toute ta journée, là. Puis, est-ce qu'il faut que toi, je connais zéro rien aux journalistes. Est-ce qu'il faut toute la journée, tu regardes tout ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe, puis après ça, tu es comme, OK, je vais parler de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui review ça? T'as quand même une direction. T'as une direction de la salle de nouvelles. Ouais. Fait que ça, c'est sûr que la direction qu'il te donne, faut quand même que tu t'enlignes. OK. Mais c'est à toi de connaître tes sujets aussi. Mais ça dépend. Quand ça, c'est journaliste culturel. Quand tu es un journaliste de nouvelles, souvent, tu te fais attitrer un sujet. OK, je comprends. Puis tu sais déjà qui tu dois aller voir. Ah, OK. Ou tu dois trouver des gens pour parler de ça. Ça, c'est plus difficile. Ouais, ça a l'air d'être un dur milieu, puis tu sais, comme, t'as pas le choix d'arriver à quoi d'intéressant. Tu peux pas arriver et dire, aujourd'hui, il y a un nouveau casse-tête qui est sorti dans le magasin du coin. C'est comme, non. Il faut pas que tu oublies de nouvelles. Ah oui. Ça m'est arrivé aussi. J'ai fait des erreurs, là. Tu as des gros shows au Centre Bell, mais tu connais pas le Ben. Mais tout le monde le connaît, genre. Je comprends. Ouais. Faut que tu connaisses, dans le fond, tout. Tout. Faut que tu sois à l'affût de tout. Faut que tu lises. Tu sais, j'étais avec des journalistes, des grands journalistes. À 1 heure sur Terre, c'était des grands journalistes, mais eux, il n'y avait pas d'heure de lunch. Là. Pendant leur heure de lunch, ils lisaient des journaux de tous les pays. Ah ouais. Et ils lisaient 5 à 6 différents journaux par jour.
c'est difficile, c'est fou. Il faut être passionné. Là. Super intéressant qu'est-ce que Virginie vient de nous parler, mais juste avant, je dois vous parler de CaseMe. CaseMe est une entreprise de e-commerce québécoise de design et de fabrication des plus beaux accessoires mobiles et pour cellulaire, AirPods, MacBook, chargeurs portatifs, etc. En plus de vendre en ligne, CaseMe est également très fort dans la personnalisation des étuis aux couleurs d'entreprise. Dernièrement, ils en ont fait pour Beneva, les Canadiens de Montréal, Remax, Chocolat Favori et plusieurs autres. Pour vos futures commandes, qu'elles soient sur le site ou les étuis corpo, vous allez obtenir 15% de rabais sur votre prochaine commande avec le code NIRI15. Fait que 15%, c'est quand même pas pire. Et pour obtenir, vous rentrez dans la section code promo NIRI, N-I-R-Y, 15 en chiffres, donc 1, 5. OK, on retourne au podcast. Puis, c'est qui que t'as interviewé puis t'étais comme, oh my god, je peux pas croire que j'ai interviewé cette personne-là? Je te dirais que j'ai de la misère à répondre. Ben, Jean Leloup, je trouve ça vraiment très sympathique. Comme, toujours. C'était-tu weird, genre, ou c'est comme super cool? Ou... Il est super cool, mais il est bizarre. Il est super cool, là, mais tu sais, tout est bizarre. Là, juste même le lieu où tu fais l'entrevue, où tu vas le rejoindre dans son studio, tout est spécial avec Jean Leloup. J'avoue que Jean Leloup, c'est d'un top. Là. C'est le top, là. Puis moi, j'étais une grande fan en plus. Mais j'allais dire, justement, tu sais, j'ai interviewé des artistes internationaux, mais je suis pas la plus grande groupie. OK. Fait que je suis pas, j'étais pas, puis heureusement, parce que pour faire ce métier-là, c'est difficile quand t'es vraiment fan, là. T'as plus de voix, là. Mais je suis pas quelqu'un de groupie à la base, donc, tu vois, c'est drôle, je suis même pas capable de dire un nom, je m'en rappelle pas. Bon, c'est bien correct. C'est ça. On va garder Jean Leloup en tête. Non, mais Jean Leloup, lui, je t'avoue que j'étais plus groupie. Puis, juste avant qu'on commence à parler de Proud Diamond, t'as été productrice chez Sidley et Airbnb. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, Sidley, c'est genre l'agence, des top, on dirait 5 agences au Canada que t'es comme, oh my god, tu sais, si t'es dans ce milieu-là, tu veux travailler pour eux. Ouais. C'était comment travailler chez Sidley? C'est quoi que tu faisais? Puis comment t'as trouvé l'ambiance? Chez Sidley, j'ai commencé, c'est super cool, hein, parce que ils sont venus me chercher parce qu'ils cherchaient une productrice qui connaissait le contenu. Parce qu'à l'époque, le content qu'on appelle aujourd'hui, que finalement on ne fait que du contenu aujourd'hui, mais on fait encore un petit peu de publicité télé, un peu. Tu sais, la différence là, c'est vraiment ce que tu vois là à la télévision, c'est une publicité, c'est un 30 secondes, c'est un 15 secondes, c'est très cher, c'est des gros budgets, des grosses productions, tandis que du contenu, c'est ce que vous allez voir sur Instagram, c'est du contenu qu'on peut prendre avec nos téléphones. À l'époque, ça commençait. Puis, ils cherchaient une productrice qui allait comprendre ça, parce que toutes les productrices à l'époque faisaient des grosses pubs, surtout chez Sidley, c'était avec beaucoup Adidas, là, fait qu'on on était vraiment dans des grosses publicités internationales. Puis ils cherchaient quelqu'un qui était capable de produire rapidement des petites vidéos. Ben c'est sûr que moi, je faisais du 2 minutes chaque jour. Fait que je comprenais c'était quoi de faire des vidéos rapides, puis de condenser de l'information, puis... donc, ils sont venus me chercher pour ça. Fait qu'ils ont parti chez Sidley. Donc, chez Sidley, avant, c'était divisé en deux. Tu avais le côté prod, puis tu avais le côté publicitaire, qui était Sidley Publicité, puis tu avais Jimmy Lee, qui était la production. Moi, j'ai commencé chez Sidley Publicitaire, qui était la publicité... la maison mère, même si j'étais productrice, parce que ils sont allés chercher, c'est Steph Alesi à l'époque, un super boss, un de mes meilleurs boss, qui était allé chercher différents types de personnes, là, de professions, mais qui font tout du contenu. Donc, une journaliste de contenu, un stratège de contenu, une productrice de contenu. Puis, il a mis tout ce beau monde-là ensemble pour essayer de créer un département de contenu. Le premier département de contenu chez Sidley et probablement le premier département de contenu à l'époque en pub. Ça n'existait pas. Fait qu'ensemble, pendant 2 ans, on a vraiment construit ce département-là. Puis une fois qu'il a senti qu'on était solide, là, il nous a renvoyés à nos endroits respectifs. C'est-à-dire les stratèges avec les stratèges, les productrices avec les productrices. Fait que moi, là, j'ai été transférée chez Jimmy Lee. Là, je suis devenue productrice. Et là, j'amenais la bonne nouvelle du contenu. Donc, ça a été... c'est un défi de faire comprendre c'est quoi du contenu. Du bon contenu aussi, parce que là, on tombait beaucoup dans du contenu, OK, ben on va aller faire une vidéo promotionnelle pour Banque Nationale, puis on va présenter ça aux employés. C'est pas ça du contenu. Ouais, c'est ça. C'était très... ça a été... c'est ça. Puis c'est encore un travail, je pense, dans les agences de pub.
Fait que voilà. Alors moi, mon rôle chez Sidley... Ah, puis tu me demandais comment c'était chez Oui, Sidley. c'est ça, comme un peu la culture d'entreprise. OK. Excuse-moi, j'ai fait un long non, détour. C'est bien correct. Oui, donc la culture d'entreprise, ben c'est ça la culture d'entreprise. C'est d'être à l'avant-garde, puis d'essayer de faire ce que les autres ne font pas. OK. Aussi, c'est une culture de jeunes. Je sais pas si Sidley m'intéresserait aujourd'hui avec 2 enfants. Parce que c'est des super parties, tu crées des amitiés, c'est vraiment le fun de travailler là. Tu t'es pressé comme un citron, tu travailles vraiment, vraiment fort. Faut que tu t'attendes à ça. Moi, je pense que c'est une école pour beaucoup de jeunes. Puis après ça, tu fais autre chose parce que c'est un milieu difficile. Mais tu peux aussi grandir chez Sidley. J'ai encore des amis qui sont là, qui adorent ça. Mais moi, de ce que je me rappelle à l'époque, c'est vraiment, tu sais, c'est du party, c'est du fun, tu t'amuses, là. Tu t'amuses. Là, avec 2 enfants, ça serait moins le vibe, mettons. Je serais peut-être plus sérieuse, par exemple. Puis, t'as aussi travaillé chez Airbnb rapidement, là. Tu sais, c'était comment chez Airbnb? Qu'est-ce que tu faisais encore, là? Là, Airbnb, ça, c'est une autre histoire. C'est un gros défi qu'on m'a donné, qui était presque insurmontable, là. C'est parce qu'à l'époque, Luxury Retreat, qui est une entreprise québécoise de villas de luxe, a été achetée par Airbnb. Donc, moi, je suis arrivée aussi dans un contexte où c'est un choc de culture entre la culture Airbnb et la culture Luxury Retreat. Et moi, je devais merger les deux. Ah, OK. Alors, je devais recréer le portfolio Luxury Retreat et l'amener sur la plateforme Airbnb avec une nouvelle direction artistique. OK. C'était complexe parce qu'il y avait 2000 villas à reprendre dans le monde, des photos, des vidéos, des Matterport qu'on appelle, qui était la conception 3D. Puis voilà, donc ça a été tout un projet qui a même pas fui. Ça devait durer 3 mois, puis j'ai fini par être là presque 2 ans, puis j'ai quitté, c'était même pas terminé, juste parce que j'étais enceinte, puis j'ai quitté en congé de maternité. Donc, alors ça, la pandémie est arrivée, ils ont mis toute l'équipe dehors, puis là, maintenant, c'est devenu ce que c'est. C'est pas super intéressant, mais les villas sont là. OK. C'est intéressant, pareil, d'avoir travaillé dans des... Qu'est-ce que tu penses que ça t'a donné de travailler dans des aussi grosses entreprises? Parce que même Radio-Canada, c'est un gros employeur aussi. On tourne pas un gros bateau facilement. Là. C'est des paquebots, ça. C'est difficile, justement, quand on arrive avec du contenu, par exemple, chez Sidley. C'est difficile de mettre en place des nouvelles choses. En même temps, tu as les ressources pour le faire. Sauf que tu n'as pas dans des plus petites entreprises. Tu as plein d'idées, mais tu n'as pas les ressources. Fait que c'est de trouver une belle balance entre les ressources puis de tourner le paquebot. Je comprends. Faut être patient. Super intéressant. Maintenant, je veux parler de Proud Diamond. C'est pourquoi je t'ai invité. Là, peux-tu faire un mini recap de c'est quoi Proud Diamond pour les gens qui n'ont jamais entendu? Puis après ça, j'y vais avec mes questions. Parfait. Donc, Proud Diamond, c'est une entreprise qui est exclusivement en ligne et on vend des bijoux qui sont faits en or recyclé, tous faits ici à la main à Montréal, très important à la main. Donc, c'est coulé ici par des joailliers et sont ornés de diamants de laboratoire. Et c'est ça qui nous différencie. Des diamants de laboratoire, ce sont de vrais diamants, mais éthiques, éco-responsables et sans conflit. Alors ça, ce que ça veut dire que votre diamant, vous connaissez l'origine, vous savez d'où il vient, c'est-à-dire qu'il vient d'un laboratoire, il ne vient pas d'une mine. Et donc, les conséquences ne sont pas celles d'une mine. Donc, avec toutes les conséquences environnementales qu'on connaît, mais aussi que votre diamant n'a pas été extrait par des enfants ou des hommes dans des conditions de travail épouvantables, ou que votre diamant n'a pas été une monnaie d'échange dans des conflits africains, parce qu'on échange des diamants contre des armes en Afrique. Donc ça me parlait beaucoup parce que, étant donné que ma famille est dans ce milieu-là, ça m'avait choquée à l'époque. J'avais vu le film Blood Diamond. J'avais même fait un travail au cégep sur le film. Puis j'avais fait lire à mon grand-père. Il était pas fier. Il avait pas aimé ça. Il était pas content. Mais j'étais choquée. Puis je savais... Donc, quand moi, c'est mon grand-père qui m'a parlé du diamant laboratoire il y a 2 ans, puis quand il m'est venu avec cette idée-là, j'ai vraiment vu un mix entre ma passion familiale, si on veut, puis mes valeurs. Donc, ce diamant-là, pour moi, c'est le diamant du futur. Et on n'a plus aucune raison d'aller chercher des diamants dans des mines. Là, ma question, puis je pense que c'est la question que tout le monde se pose, c'est
là, toi, tu me l'expliques parce qu'on travaille ensemble pour les vidéos. Mais pourquoi c'est des vrais diamants, en fait, si ils ont été créés en laboratoire? Parce que, tu sais, tout le monde, je pense, le premier instinct, il se dit... C'est un faux diamant. C'est un faux diamant. Puis aussi, ils se disent, ben, moi, je paye cher parce que c'est rare. Fait que, parce qu'il y en a dans le sol, à un moment donné, il n'y en aura plus. C'est dur à trouver. Fait que quand il y en a un, c'est pour ça que je paye cher. Mais là, si, exemple, c'est fait en laboratoire, pourquoi ça a de la valeur, en fait? Bon, plusieurs questions. Je suis vraiment fier de cette question-là. Donc, d'abord, comment on crée un diamant de laboratoire? Ouais. Donc, le processus. Il y a 2 processus, mais on va faire ça simple. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on recrée ce qui se passe dans la Terre. Donc, sous haute pression, haute température, on va mettre une petite plaquette de diamant de laboratoire, attention, dans une chambre fermée. Puis, comme je disais, sous haute température, haute pression, les atomes de carbone vont se fractionner pour se reformer par couches successives autour de la plaquette de diamant. Donc, plus longtemps on va laisser le diamant à l'intérieur de cette chambre-là, sous haute pression, haute température, plus gros le diamant va en sortir. Quand on le sort pas un diamant qu'on va mettre sur une bague, c'est une roche. Donc là, on va le couper, on va le polir, puis on va le grader comme un diamant de mine. Donc, les 4 C, donc la couleur, la clarté, le carat et la coupe. On va les faire grader par les mêmes organisations internationales, IGI, GIA. Mais la seule différence sur votre certificat d'authenticité, ça va être l'origine. C'est tout. Le restant, c'est tout pareil. C'est 100% carbone. C'est un vrai diamant. Puis, exemple, vu que c'est créé comme ça en laboratoire, qu'on peut contrôler sûrement la température, on peut contrôler la pression, est-ce que tu peux dire, là, on fait un diamant qui va être comme parfait? Non, parce qu'il y a toujours des petits... Comme dans la Terre, il y a toujours des petits problèmes. Un petit ça prend des mini changements de température là, pour que là, il y ait une inclusion dans ton diamant. Puis là, ton diamant qui devait être un VS devient un SI. Ça veut dire quoi, ça? Il réduit la qualité. Donc, c'est une réduction de qualité. Puis c'est comme ça qu'on le différencie. OK, je comprends. Donc non, c'est vraiment difficile, en fait, de faire un diamant parfait. C'est extrêmement difficile. C'est très, très rare. Puis d'ailleurs, pour donner une petite anecdote, il n'y a pas beaucoup de laboratoires dans le monde qui réussissent à faire ça. Puis la technologie est tellement poussée, c'est un des processus les plus complexes au monde, que les gens qui en détiennent la recette, par exemple, en aide, ont leur propre bodyguard. Parce que le monde du diamant, en partant, c'est pas toujours friendly, là. Donc, c'est très, très, très complexe. Fait que comme on parle de rareté, pour en revenir à ta première question, c'est en ce moment plus rare d'avoir des diamants de laboratoire que d'avoir un diamant de mine. Ce qui se passe, c'est que De Beers, qui contrôle le marché mondial c'est un monopole, finalement, presque un monopole, eux autres, ils vont contrôler le coût, le prix de ton diamant, puis ils vont parce qu'en contrôlant l'offre et la demande. Donc, eux vont contrôler l'offre parce qu'ils détiennent presque la majorité des mines dans le monde. Puis en contrôlant l'offre, ben ils sont capables d'augmenter les prix et créer une fausse rareté. Je comprends. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Mais des diamants de mine, ce n'est pas rare. Il y a des mines partout. C'était rare à l'époque quand on avait une mine en Afrique. Maintenant, on en a au Canada, des mines. Il y en a partout, puis des petits diamants, on trouve ça facilement. Mais on crée cette espèce d'idée autour du diamant de mine pour augmenter les prix puis augmenter la valeur. Puis, côté un peu plus business, comment ça fonctionne? Parce que, est-ce que il y a un laboratoire en Inde, on va dire, qui en font? Toi, t'es comme... Hey, combien vous en avez fait? Je peux-tu en avoir un? Ou c'est toi qui leur demande, j'ai besoin de 4 diamants. Puis comment ça fonctionne? Est-ce c'est-tu genre 8 millions qu'il faut que tu leur donnes pour avoir comme quelques diamants? Ben effectivement, ça dépend de la demande. Donc, moi, j'ai du custom, donc sur mesure. Puis, j'ai des bijoux qu'on retrouve sur mon site web qu'on peut acheter directement. Donc, tous les bijoux qui se retrouvent sur mon site, ça, j'ai de l'inventaire de diamants. Donc, c'est pour ça que je suis capable de les faire rapidement. Et ça, c'est mon fournisseur qui détient l'inventaire. Mais pas chez moi, là. Il n'y a rien chez moi. non. J'ai pas de diamants chez moi. Je tiens à le répéter. Mais non, c'est ça. Fait que oui, on a un inventaire, évidemment, parce que sinon, c'est trop long. Mais pour des demandes sur mesure qui sont un petit peu plus complexes, là, par exemple, on a vendu un 8 carats
Donc, un diamant de 8 carats, c'est le plus gros diamant jamais vendu en Amérique. Je vais t'en parler, j'ai une question là-dessus. Fait que je vais t'en parler. OK, ouais. OK. Donc, ça, il a fallu évidemment aller l'acheter parce que j'avais pas ça en inventaire. Puis là, c'est vrai que là, on chope, là, on fait du magasinage parce que ça se trouve pas comme ça, puis c'est vraiment compliqué de réussir à faire un 8 carats. Ouais. Donc, voilà. Puis, au début, c'est parce que là, tu sais, sur ton site, il y a tous les bijoux disponibles, il y a des diamants sur tous les bijoux. Puis, exemple qu'il achète, tu l'as en inventaire, mais au début, là, quand tu as créé ça, tu as dû acheter plein de diamants. Comment ça a fonctionné? Non, parce qu'au début, puis encore aujourd'hui, c'est fait à l'achat. OK. Donc, au début, notre délai de livraison était long parce que justement, on faisait chaque bijou. Là, j'ai un petit peu d'inventaire. J'ai réussi à en faire quelques-uns de chaque pièce. Fait qu'au moins, je suis capable, pour certains bijoux, là, je pense 70% des bijoux qui sont sur le site, je peux livrer en 2 à 5 jours parce que j'ai un petit peu d'inventaire. D'autres, puis ça va être indiqué sur le site, là. Puis d'autres, ben c'est plus, on tourne plus autour de 4 à 5 semaines. OK, je comprends. Parce qu'il faut le faire from scratch. Mais il faut le faire from scratch, mais fait que t'as pas le diamant encore ou vous avez des diamants? Les diamants, on les a déjà en inventaire, mais sont lousses. OK, je comprends. Après ça, il faut que certisseur les mette sur le produit. Fait que ce que j'ai en inventaire, moi, c'est certi. Donc, les diamants sont sur les bijoux. OK. Ce que j'ai pas en inventaire, on a les moules, mais faut partir de la base. C'est-à-dire qu'on va couler dans les moules, on va couler le bijou, on va le polir, ensuite, on va le sertir. Mais ce diamant-là que vous allez mettre dessus, qui est pas poli, qui est pas rien encore... Sont déjà polis. On les achète déjà, on les achète déjà polis, déjà coupés, déjà polis. OK, je comprends. Fait que t'as dû en acheter quand même pas mal au début pour pouvoir... Non, oui, mais c'est mon fournisseur. OK, je comprends. Donc, lui, il en avait déjà. OK, je comprends. En inventaire. Fait comme on a pu commencer de cette façon-là, mais on s'est ajusté en fonction de la demande, en fonction de qu'est-ce que les gens étaient intéressés par quoi. Fait que là, on se parle, puis on achète en lot, ce qui nous permet d'acheter pour moins cher. Sachant qu'est-ce que les gens sont intéressés par quoi, finalement. Le diamant ovale est extrêmement populaire. Avant, il y a 2 ans, ça ne l'était pas. Fait qu'on n'en avait pas en inventaire. Je n'existe pas depuis 2 ans, donc certainement, j'en avais pas en inventaire. Mais j'en aurais pas eu en inventaire. Je comprends. Là, on en a. Puis, est-ce que c'est aussi cher, le prix? Est-ce que c'est plus cher un diamant en laboratoire, c'est moins cher qu'un arme en mine? C'est moins cher. Et pas parce que la valeur est moins grande. C'est moins cher parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui se prennent une cote dans la chaîne de production. Donc, par exemple, un diamant de mine, pour le sortir d'une mine, puis pour ce qui se retrouve à votre doigt, c'est entre 10 à 15 personnes qui vont se prendre une cote. Alors que pour un diamant de laboratoire, c'est 3 personnes. OK, je comprends. Donc, c'est ce pourquoi ça coûte moins cher, mais c'est aussi, comme j'expliquais tantôt, le contrôle de l'offre et de la demande qui fait augmenter les prix. Je comprends. Donc, le diamant de laboratoire, il peut être... est à peu près environ 40% moins cher, mais plus on grossit le diamant et plus la différence est grande. OK, je comprends. Puis justement, tu as parlé du diamant 8 carats. On a fait une vidéo par rapport à ça. Puis c'est drôle parce que, en fait, la personne qui l'a acheté, c'est Luc Poirier. Oui. Puis je l'ai reçu au podcast il y a bientôt 1 an. Et je savais pas qu'elle allait acheter ça. J'aurais demandé durant le podcast. Mais tu sais, comment ça se passe, un achat comme ça? Est-ce que tu appelles puis dis, je veux le plus gros diamant? Comment ça se passe? C'est pas mal comme ça que ça se passe. Ah ouais, hein? Ouais. Écoute, j'ai reçu un petit courriel qui disait juste « Salut, est-ce que tu vends des 8 carats? » OK. Puis toi, est-ce que t'as comme fait « Oh shit, j'ai jamais vu ça » ou comme... Non, mais je pensais que c'était une joke. OK. je me disais c'est spam. Ouais. Fait que j'ai répondu gentiment « Oui. Oui, je veux trouver ça. » Bien que pourra. Ouais. Puis finalement, mais non, j'ai réalisé que c'était une vraie personne. Là. C'était pas un robot d'ailleurs. Ouais. mais comment ça fonctionne? Parce que, exemple, moi, je t'écris puis je te dis, hey, je veux un 6 carats. Tu vas être comme, OK, je vais t'en trouver un. Mais l'affaire, c'est comme, si, exemple, toi, tu l'achètes, puis moi, je te dis, finalement, je le veux plus. Comment ça fonctionne? Non, mais c'est un dépôt. OK, ouais, c'est ça. Ça doit tellement être des gros dépôts sur des trucs comme ça. C'était un pas pire dépôt, oui, mais... Est-ce que tu as le droit de dire c'était combien qu'il a payé pour la bague ou tu n'as pas le droit de le dire? J'ai pas le droit de le dire, mais je vous dirais que... écoute, un 8 carats de mine, ça voudrait combien, genre? Million, million. Ouais, hein? Ça n'a pas de sens. Fait que tu fais 40% d'un million. Non, mais
C'est ça, là. Ouais. Non, mais non, tu le feras pas parce que plus, comme je disais, le Ah, ben diamant oui, est ça gros, change. plus la différence de prix est grande. Ah, OK, je comprends. Puis, OK, fait c'est vraiment intéressant, ça. Puis après ça, c'était le diamant. Mais après ça, il faut... Là, après ça, avec la femme de là, vous avez custom sa bague, dans le fond. Exactement. Fait qu'Isabelle, la chance, en guillemets, qu'elle a eue, c'est de recevoir le diamant en hélicoptère, en passant, livré en hélicoptère. Ça fait partie de l'histoire. Ouais. Puis, la chance qu'elle a eue, c'est que oui, tu reçois le diamant, mais ensuite, tu as aussi l'expérience de créer ta bague. Okay. Donc, créer ta bague de rêve. Tu sais, souvent, les femmes, on a des Pinterest de bagues. Tu sais, on en a rêvé à notre bague de mariage là, depuis qu'on est tout petite. Mais, bizarrement, c'est pas nous qui allons la choisir. Puis, ça crée une pression chez l'homme qui veut tellement répondre au désir, puis qui veut que sa future femme aime la bague, mais il sait pas, là, qu'est-ce qu'elle a en tête, c'est normal. Fait qu'il fait de son mieux. Ouais. Mais là, c'est pour ça qu'on s'est dit, mais pourquoi pas offrir la possibilité d'acheter juste le diamant, offrir le diamant, en plus offrir l'expérience de design. Donc, avec Isabelle, on s'est assis, on a passé à travers son Pinterest, on s'est envoyé des inspirations, qu'est-ce qu'on n'aime pas. On a fait des essais de bagues, des types, des styles. Puis après ça, on a fait un dessin qu'on appelle CAD Design. Okay. C'est une technologie. Puis même aujourd'hui, on a lancé d'ailleurs notre nouvelle offre officielle, je dirais, sur mesure. Puis on offre non seulement un CAD design, donc le dessin, mais on offre aussi une vidéo. Okay. Parce que des fois, le dessin, c'est comme pas sûr. Tu sais, on voit pas bien. Ça reste un dessin 3D, mais ça bouge pas. Là, avec la vidéo, on voit tous les côtés de la bague, puis on peut vraiment être sûr que c'est exactement ce qu'on a en tête. Cool. Isabelle a malheureusement pas eu parce que c'était pas prêt à l'époque, mais maintenant, c'est ce qu'on offre. Vraiment cool. Puis... comment, tu sais, ça part de combien le bijou, on pourrait le moins cher, puis le plus cher sur votre site pour donner une idée des gens qui disent, OK, oui, c'est moins cher qu'un bâton, mais j'ai-tu les moyens de m'acheter ça? C'est quoi le gap? Je pense que j'ai un bijou à 390, autour de 400, je dirais, à 5100, je pense. Puis après ça, c'est custom. Après ça, c'est du custom, exactement. Ouais. Je comprends. Puis c'est quoi l'investissement au début, là, tu veux partir ça. Moi, je connais personne d'autre que toi qui a dit, je veux partir à une business de diamants puis de bijoux. C'est quoi, tu demandes-tu à ta mère de te prêter 20$? Ou comment ça se passe, tu sais? Ça a été un path, je dirais, une journey. Ouais. Tu sais, on commence en disant que ça va pas coûter grand-chose parce que c'est un site web, puis au final, tu te dis, my God, je viens de flamber mes économies. Donc, après ça, tu refais ton budget, puis là, tu sais où tu t'en vas pas mal plus. Mais je dirais que ça coûte cher partir d'une entreprise. Ça coûte cher partir d'une entreprise de bijoux. Ça coûte encore plus cher partir d'une entreprise de diamants. Il faut y croire. Il faut savoir où on s'en va. Il faut avoir une stratégie claire. Mais il a fallu que j'aille chercher du financement, évidemment. Puis heureusement, mon produit puis mon plan d'affaires semble intéresser. Fait que j'ai pas eu de misère, pour être complètement transparente, j'ai pas eu de misère à avoir de financement. OK. Mais ça a pris quand même pas mal de financement. Oui, c'est sûr. Puis beaucoup d'argent de mes poches. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est quoi les challenges que tu peux retrouver avec une business comme ça? C'est quoi les problèmes que tu as au quotidien? Parce qu'exemple, moi, avec ma compagnie de vidéo, on a des problèmes de data management, on a un problème de il y a trop de modifications. Tu sais, c'est quoi le problème, toi, avec ta business? Mais pas le problème, mais les challenges. Oui, les défis de ma business. Je te dirais le défi de ma business personnelle, c'est que je suis toute seule. Fait qu'il y a toujours bien 24 heures dans une journée. Là. Fait que je travaille extrêmement fort, puis je suis aussi quelqu'un qui veut les choses rapidement, puis il veut les choses parfaites. Donc, tout ça ensemble, ça fait un beau mix pour un burn-out. Oui, vraiment, Donc, fait que je dirais que ça, c'est mon plus grand défi à moi. Maintenant, le défi de l'industrie, c'est l'éducation. Que les gens savent qu'ils ont l'option de choisir quelque chose qui vont avec leurs valeurs. Donc, un diamant que tu portes au doigt, pour le restant de tes jours, que tu vas passer de génération en génération, veux-tu passer les valeurs en plus de ton diamant? Je pense que oui, mais quand tu le sais pas, que tu as cette option-là, tu le fais pas. Non, c'est ça. Donc, l'éducation est aussi au cœur de ma mission d'entreprise pour cette raison-là.
Et j'ai comme 2 dernières questions. Ça me fait plaisir. Pourquoi, tu sais, parce que je vais revenir au diamant de 8 carats, ça... Quand tu pars une entreprise, nous, notre premier client, ça a été Pure Vodka avec Nicolas Duvernois. Fait que ça donne une crédibilité en partant. Ouais. C'est pas un coup de chance, mais c'est pas tout le monde qui ça peut arriver. T'as pas tes premières commandes, mais dans ton premier 5 ans, il s'est passé le cas vraiment cool, c'est le 8 carats. Première année. Comment ça l'affecte ta business, ça, une grosse commande comme ça? Ça crée-tu de la notoriété dans le tapis, puis tu te dis, that's it, j'ai bien plus besoin de faire du marketing, tu sais? Oui et non. Parce que, parce qu'à l'époque, à l'époque, je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça, là, on s'entend, ça fait ma business 1 an. Ouais. On n'était pas encore bien setupé pour bien l'expliquer puis bien le sortir. Ouais. On n'avait pas beaucoup de monde qui nous suivait sur Instagram non plus. Fait que ça a été, tu sais, ça l'a pas explosé. Maintenant, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser dans le futur. Donc, puis Luc est tellement fin, tu sais, c'est quelqu'un qui est super open pour ça, puis que si je lui redemande de prendre des images ou d'en reparler, il va le faire. Tu sais, fait que ça c'est le fun pour ça. Fait qu'heureusement, je peux comme rattraper le fait que j'étais encore trop jeune comme entreprise pour bien avoir la visibilité pour ça, pour ce diamant-là qui est extraordinaire. Puis est-ce que tu as capoté? Est-ce que c'est comme un genre de commande, une genre de commande que tu dis, hey, faut que je like, faut que ça soit parfait parce que c'est comme... C'est stressant comme commande. Ben oui, c'est stressant. Ça doit tellement être... Tu dis, il faut que ça soit parfait, tout ça, parce que c'est la plus grosse commande que je vais recevoir. Ben oui, c'est sûr. Puis, mais tu sais, j'ai eu la chance que ça soit Luc, honnêtement, là, parce qu'il était... Tu sais, c'est pas une personne difficile à travailler. Isabelle non plus. Tu sais, c'est 2 personnes extrêmement gentilles. Donc, j'ai eu du plaisir à le faire. Mais c'est sûr que tu veux t'assurer que ça soit parfait. Alors, mais je dirais que je suis comme ça avec tous mes clients, que tu achètes une petite bague à 400$ qui est finalement pas si peu cher, ça reste cher. J'ai la même conscience que je dois apporter. Tu sais, moi, ma business, c'est ça, c'est l'expérience client. Là. Fait qu'il faut que j'apporte cette expérience-là à tous mes clients, puis de façon pareil, là. Faut que ça soit... c'est ça. Fait que oui, c'est plus stressant quand tu vends un 8 carats, mais t'offres le même service. Je comprends. Dernière question avant de passer à une petite section plus interactive que je fais avec mes employés. C'est genre trop... je pense que je suis trop dans ma business. Je t'ai juste amené trop tôt. Non, c'est ça. C'est quoi ton but ultime avec Pearl Diamond? Qu'est-ce que t'aimerais? Est-ce que tu t'aimerais que ça soit partout dans le monde? T'as-tu un chiffre d'affaires en tête? Ben, non, mais moi, je veux devenir le Tiffany, mais avec des valeurs. C'est vraiment ça. Je veux devenir ça. Je veux que ça soit l'international, je veux que ça soit big, je veux que ça soit beau. Je bâche pas Tiffany parce que ce qu'ils font, surtout en termes de marketing, c'est extraordinaire. C'est ça que je veux parce que moi, mon fun, c'est aussi le marketing. Tu sais, c'est de mettre de l'avant des personnalités, faire des belles photos, faire des belles vidéos. Fait que ça, oui, mais avec toute l'entreprise éthique, éco-responsable, sans conflit. J'adore. Je passe à ma dernière section. C'est des questions que je pose à tous mes invités. La première s'appelle la question parfaite. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 entrepreneurs ou personnalités pour une soirée, qui ça serait? Gars, fille, mort, vivant? Kim Kardashian. OK. Je l'écoute pas, je la suis pas, je suis même pas sûre. Juste pour qu'elle achète des diamants, dans le fond. Non, mais je veux comprendre le personnage parce que je pense qu'elle a beaucoup à raconter, plus que ce qu'on voit en surface. Puis je veux comprendre les rudiments de sa business, comment qu'elle a réussi à se rendre là. C'est quand même extraordinaire. À part les trends, tu sais, fait que... Je dis que je la suis pas, mais c'est pas vrai, là, parce que je la suis, là. T'as sur Instagram, mais t'écoutes pas les Kardashian, genre chaque soir. Non, c'est ça, exactement. Mais tu sais, faut suivre, puis c'est elle qui les parle, les trends, là. Fait que tu sais, mais tu sais, après ça, je pourrais te dire Madonna, ça, il y a 10 ans, je pourrais dire, je pense que c'est une question d'époque. Mais je suis toujours intéressée par les icônes d'époque. Tu sais, Lady Gaga aussi, tu sais. Puis c'est pas parce que c'est ça, pas parce que leur musique, quoi que ce soit, m'intéresse tant que ça. J'adore la musique de Madonna. C'est plus le phénomène culturel. Fait que Kim Kardashian, 2 autres. Fait que c'est 3 personnes. Ah, OK.
3 personnes. Dernièrement, que j'ai rencontré une des personnes que je voulais vraiment rencontrer, c'est Danielle Henkel. Cool. Donc ça, c'est sûr qu'une femme qui commence de rien, qui n'a pas de réseau, qui arrive ici seule avec sa famille, mais tu sais, sans réseau, et qui réussit à se bâtir une entreprise de cette trempe. Pour moi, ça, c'est tout un succès. Parce que moi, sans mon réseau, j'aurais rien fait. J'aurais pas réussi. Donc, ça a été une belle rencontre. OK. Puis une dernière personne? C'est dur, hein? Je t'ai fait travailler. Ah! C'est vrai que c'est hâte. Vraiment cool. Je l'aime trop. Question rapide. Fait que tu dis une réponse vraiment le plus rapide possible. D'accord. Ton projet d'affaires le plus marquant? Proud Diamond. Ton plus bel achat de ta vie? Mon auto électrique. C'est quoi ton auto électrique? Une Ioniq. La plus petite, la moins chère. Elle est parfaite. Un rêve secret? Un rêve secret? Un rêve secret. J'ai aucun rêve secret. J'ai 1 million de rêves, mais ils sont pas secrets. N'importe quel rêve. N'importe quel rêve. Mais je suis tellement dans mon entreprise. C'est faire grossir ton entreprise. C'est que mon entreprise, elle devienne Tiffany, là. Super. C'est pas secret, mais c'est un bon rêve. Ouais. La chose que tu regrettes le plus? Je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir dans n'importe quoi. Je pense que de chaque fois que tu tombes, tu te relèves en ayant appris quelque chose. Puis je suis tombée souvent. J'adore. C'est ça qui est cool avec cette section-là, parce qu'il n'y a plus de longues réponses. Fait que le monde sont comme, quoi? Hein? Dernière section. Moi, je donne des longues réponses en plus, fait que... Dernière section, c'est under ou overrated. Fait que je te dis un sujet, puis tu me dis si d'après toi, c'est overrated ou underrated. OK? Ça peut être aussi properly rated, mettons. Si tu es comme pas, t'as pas d'opinion, on va dire. Les centres d'achat. Neutre. Mais c'est intéressant. Je vais couper cette section que c'est pas des réponses longues parce que j'ai reçu le fondateur de Case Me. Je sais pas si tu connais la compagnie Case Me. Puis eux, ils viennent de s'ouvrir une boutique dans un centre d'achat. Puis je me disais, tu sais, toi, t'as aussi une boutique qui est techniquement juste en ligne. Est-ce que c'est un de tes objectifs de, à un moment donné, ouvrir une boutique physique? J'ai envie de dire non, mais probablement qu'on va avoir un flagship à un certain moment donné juste pour le visuel puis le marketing. Mais l'idée de l'entreprise, c'est qu'elle ne soit pas dans un lieu, mais qu'elle soit partout. Ouais, c'est ça. C'est pourquoi mon plan d'affaires, c'est d'être exclusivement en ligne, mais avec des pop-up stores. Ah, nice. OK, je comprends. Boutique éphémère. OK, on continue ça. Les vidéos YouTube, under ou overrated? Je pense que c'est properly rated. Nice. Les pizzas congelées. Overrated. Pas capable. Les pubs télé. Hey, ça, j'aimerais savoir si c'est overrated ou underrated. D'après toi, quelqu'un tu peut penses? me le dire. Mais d'après toi. Je pense que c'est under, mais plein de monde me disent que c'est over. Puis il y a plein de monde qui me disent que ça marche. Tu sais, fait que c'est comme... Ouais, je comprends. Moi, je pense que une bonne pub bien targetée, c'est underrated. Mais une pub télé, juste pour avoir une pub télé, c'est overrated, je pense. Avec le prix que ça coûte. Comparé, exemple, à faire une vidéo sur ton Instagram, puis... Exact. En tout cas. C'est une bonne question que je ne pouvais pas répondre parce que je me la pose. Je comprends. La marque Apple. Underrated. Les voitures de luxe. Je suis tellement pas voiture. Là, Luc, il m'aimera pas. Overrated. Le popcorn à la cage au sport. Overrated. That's it? Pas capable. C'est tout. J'aimerais tellement ça de dire underrated, il est tellement bon. Je suis pas capable. Ben non. Je vais mettre le site web de Proud Diamond dans la description. Fait que si vous cherchez une bague pour votre prochaine fiançaille ou juste pour faire plaisir à votre conjointe, allez-y. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est fun.